Bon, donc on va parler, le titre est marqué là, de l'océan, un tout petit peu de son contenant, un peu plus de son contenu, et surtout les interactions entre vie, atmosphère et contenant, donc tout ça. Et on ne s'arrêtera pas aux petites failles normales qui bordent des petits océans, c'est pas mon problème du jour. Donc l'océan, c'est d'abord un trou qui fait en moyenne 4 km plus bas que la surface des continents où on vit. Alors comme on est très anthropocentriste, on a l'impression que nous, comme on vit là, la norme c'est là, et que l'océan c'est une exception, c'est un trou. Or c'est l'inverse, hein, il y a beaucoup plus de surface d'océan que de surface de continent. L'exception c'est le continent, c'est pas l'océan. Alors quelle est l'origine de ce trou, même si ce trou est majoritaire? Alors d'abord, pour montrer ça, si on fait en pourcentage, en fraction, l'altitude de ce qui est par exemple entre 0 et 1 km, et vous avez un certain pourcentage d'altitude, ou millions de kilomètres carrés. En fait, l'altitude de la Terre est bimodale. Il y en a à peu près un gros tiers, 35%, qui est entre 0 et 1000 mètres en moyenne, un peu plus bas par endroit, un peu plus haut par d'autres endroits. Briançon est un peu plus haut que la moyenne. Et ce qu'on appelle l'océan, ça fait une profondeur moyenne de 3700 mètres. Mais en gros, vous avez 65% de la surface de la Terre qui est entre 1000 et 11 000 mètres. Alors l'océan, ce n'est pas forcément qu'une notion d'eau. Par exemple, quand vous êtes en Bretagne, ce qu'il y a au large pour un pêcheur, c'est l'océan. Ce qu'il y a au large, ce n'est pas l'océan, parce que le niveau de la mer peut varier. La limite continent-océan, on va voir ce que c'est la limite entre le rose et le vert. Et parce que les continents, c'est fait d'un certain type de cailloux, pour le prototype et le granit. L'océan, c'est fait d'un certain type de cailloux, dont le prototype est la péridotite et des roches voisines. Et donc, c'est une différence de nature, de substratum. Il y a l'eau qui se balade. S'il y avait beaucoup plus d'eau, ben, la limite pourrait être là. S'il y en avait beaucoup moins, la limite pourrait être là. Donc, la limite océan-continent au sens marin du terme ne correspond pas à la limite océan-continent au sens géologique du terme. Alors, quand Dieu a fait la Terre, ça c'est une enluminure qui date du XIIIe siècle, il a fait ça il y a 4,5 milliards d'années, il a fait une grosse boule de péridotite. Je vais négliger le noyau, qui ne fait finalement que 17% du volume de la Terre. 50% du rayon à la louche, mais que 17% du volume. Bon, il a fait ça. La Terre, c'est une boule de péridotite. Si vous rencontrez un martien qui vous dit en 2 mots, résumez-moi votre planète, ça fait 3 boules de péridotite. C'est ça la Terre. Et puis il s'est emmerdé, il a recouvert à peu près un tiers de la surface d'une couche de 30 à 40 km de granit et de roches voisines. Si j'avais le temps, je vous dirais comment et quand il a fait ça. Et sur les 2 tiers restants, il a mis, mais pas toujours, ça dépend de son humeur, une très fine couche non continue de basalte ou de gabbro. Et c'est une couche tellement fine qu'au départ, je vais la négliger. Puis après, je ne la négligerai pas. Donc, voilà ce que c'est, la Terre. Vous avez 3300 km de péridotite, le noyau, j'en parle pas. Et par-dessus, par endroits, pas partout, du granit. C'est pas la même densité, le granit, c'est 2700 kg par mètre cube. La péridotite, pour simplifier, c'est 3300 kg par mètre cube. Et c'est là qu'intervient un grand personnage, un grec. Alors j'ai un grand dilemme, parce qu'on prouve exactement le même résultat avec 2 méthodes, Archimède ou Blaise Pascal. Archimède, c'est un grec, Blaise Pascal, c'est un auvergnat, je suis auvergnat, mais j'ai dit justement, je ne vais pas faire le chauvin, je vais parler de grec, et puis c'est quand même plus vieux. Un grec, Archimède, a dit que tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de ce fluide une poussée de bas en haut égale au poids du fluide déplacé. Théorème, programme de seconde de mon temps. Voilà. Qu'est-ce que signifie cette phrase d'Archimède? La variation, c'est tout corps plongé dans l'eau ressort mouillé. C'était les blagues qu'on faisait à l'école primaire. Et bien voilà, vous avez par exemple de l'eau, densité 1, de la glace, densité 0,9. Et bien tout corps plongé dans un fluide, c'est-à-dire la part immergée de l'iceberg, reçoit de la part du fluide une force égale au poids du fluide déplacé. C'est-à-dire qu'il y a un poids de l'iceberg,
Et puis il y a la poussée d'Archimède, qui est on va dire le poids de l'équivalent O de ça. Et ça fait des équations, on va passer à une inconnue, programme de cinquième de montant. Vous avez que la hauteur de l'iceberg qui dépasse, c'est la hauteur totale de l'iceberg en fonction de la différence de densité. La grande densité moins la petite sur la grande. Ça veut dire avec les valeurs que si vous avez de la glace qui est 90% de la densité de l'eau, ça c'est 1, là c'est 0,9, et ben ça va dépasser d'un dixième de la hauteur de l'iceberg. Si vous avez du polystyrène expansé, ça va dépasser de 95%. Voilà. Et en mesurant ce qui dépasse, si on connaît la densité, on peut voir l'épaisseur totale. Les Grecs, 3e siècle avant Jésus-Christ. Vous savez où est-ce qu'il habitait, Archimède? On dit que c'est un Grec, c'est vrai, mais c'était un Sicilien. C'est un Grec de Syracuse. La Sicile était une colonie grecque à l'époque. Donc, si on connaît la hauteur de ce qui dépasse, par exemple, ici, vous avez un gros iceberg qui dépasse de 7,50 m, vous savez que cet iceberg fait 75 mètres d'épaisseur. Ici, vous avez une banquise qui dépasse de 50 cm. Ça veut dire que vous avez les manchots qui donnent l'échelle. Cette banquise fait 5 mètres d'épaisseur. On parle souvent de la partie immergée de l'iceberg. C'est tout ce qu'on nous cache. Alors, si on applique ce principe avec les deux types de roches, celle des continents et celle des océans, et en supposant que sur de longues durées, plusieurs millions d'années, les roches, bien que solides, c'est très solide ces roches, se comportent comme des fluides, Blaise Pascal aurait parlé de liqueur, eh bien, si vous mettez 35 km de granit sur beaucoup de péridotite, ça va s'enfoncer de façon à ce que la poussée d'Archimède de ce qui est là soit égale au poids du granit. Et avec ces densités simples, les 35 km, il y en a 28 qui seront enfoncés et 7 qui dépasseront. Avec ces chiffres simples. Comme dans un iceberg, vous avez 10 mètres qui dépassent et 90 mètres en profondeur. Alors, une complication, c'est que cette couche de péridotite fait 2900 km d'épaisseur, c'est le manteau, elle est solide, elle est froide en haut, elle est chaude en bas, donc en haut elle est plus dense, en bas elle est moins dense, donc ça fait des courants de convection à l'état solide, donc c'est quelques centimètres par an. La vitesse standard, c'est entre 1 et 10 cm par an, vous imaginez? Une tortue, ça va beaucoup plus vite que le mouvement des plaques. Le mouvement des plaques, c'est 5 cm, c'est à peu près la vitesse de pousser des ongles. Si vous ne vous coupez pas les ongles, ça dépend déjà, mais ils vont pousser de 1 à 10 cm par an. C'est pas prodigieux comme vitesse, hein, c'est ça les plaques. Les ongles qui poussent. Comment? C'est déjà pas mal, oui, mais enfin bon, c'est pas énorme. Oui? Péridotite, oui. Péridotite. En fait, c'est partout. Toute la Terre est en péridotite, sauf le noyau que j'ai négligé et les endroits où Dieu a mis de la croûte. Et il n'en a pas mis partout. D'accord. On est sûr de ça? Oui. Enfin, sûr, dans la mesure où un scientifique peut être sûr de quelque chose. Voilà. Donc, une complication, c'est que donc ça bouge, quelques centimètres par an. Il y a des endroits où le chaud solide remonte, et pour des raisons que je ne vous expliquerai pas, quand le chaud solide remonte, on va dire qu'il transpire un peu, et ils fond partiellement. Prenez 1 kg de péridotite, vous allez faire 100 grammes de basalte. Il restera 900 grammes de péridotite. Et ce basalte, par exemple, il va fondre et il va recouvrir localement, pas partout, le manteau de roches volcaniques, comme on a au Chenaillé, par exemple. Donc la Terre, c'est 35 km de granit, de la péridotite localement recouvert de basalte. Localement, c'est à peu près les 3/4. C'est pas si local que ça. Il y a les 3/4 à 4/5 recouverts de basalte et 1/4 à 4/5 où il n'y en a pas. C'est comme ça. Alors, si on fait des calculs plus complexes, avec les densités que j'ai dit, vous trouvez pourquoi la surface des continents, avec les densités réelles, domine en moyenne le fond de la mer d'à peu près Y5 km. Donc, les continents sont en moyenne, le sommet des continents, 5 km plus haut que la plaine banale des océans. Voilà pourquoi les océans sont des creux.
Or, comme l'eau s'accumule dans les points bas, ben, l'eau va dans les trous. Et l'eau remplit les océans. Mais par exemple, là, on voit très bien la limite océan-continent au sens géologique, ici. Vous voyez que l'eau va plus haut que cette limite et que l'Angleterre, ce n'est pas une île au sens géologique, c'est une île au sens politique. Mais voilà, la limite continent-océan, elle est là. C'est cette rupture de pente. Voilà, alors vous voyez que la norme, c'est quand même l'océan. Et plutôt que de se poser la question l'origine de l'océan, qui est la majorité, on devrait se poser la question l'origine du continent, qui est la minorité. Si dans cette salle, il y avait une majorité de gens, entre guillemets, normaux, et une minorité qui, avec une particularité génétique, je ne sais pas, un albinos, l'incapacité de synthétiser de la mélanine, on discuterait sur l'origine de l'albinisme et non pas l'origine de la normalité. Et on discute trop sur l'origine de l'océan, alors qu'on devrait discuter sur l'origine des continents. L'océan, c'est la norme. C'est la périte de Titanie avec des fois un peu de basalte par-dessus. Voilà ce que serait un monde qui n'avait pas d'eau. Et voici ce qui est le même monde avec de l'eau. Elle remplit les trous. Elle monte un peu plus haut que la limite. Parce que, voilà. Alors, beaucoup de gens pensent que la Terre est riche en eau. La Terre, c'est 6, 10 puissance 24 kg. 10 puissance 24, ça veut dire 6 avec 24 zéros. Et cette eau n'est concentrée qu'en surface. L'eau, c'est 1,4 10 puissance 21 kg. Donc, en masse, l'eau, c'est 0,023% de la masse de la Terre. C'est 3 fois rien. On dirait l'augmentation de nos retraites. Ben, évidemment, il n'y a que 4 km d'épaisseur d'eau en moyenne, alors que la Terre fait 6371 km d'épaisseur du centre à la surface. Donc 4 par rapport à 6371, ce n'est pas beaucoup. Si on représente toute l'eau de l'océan sous forme d'une petite goutte, voilà la taille relative, hein, c'est les bonnes proportions entre la Terre. Prenez cette goutte d'eau, étalez-la sur la Terre, ben, ça fait 4 km d'épaisseur en moyenne. Et l'océan représente 96,5% de la quantité d'eau de la surface. Voici l'eau mondiale totale, c'est l'océan, les autres eaux salées et l'eau douce. Et l'eau douce, c'est les 2 tiers de glaciers, c'est 1 tiers d'eau souterraine, et l'eau de surface, les rivières, hein, la Guyane, la Durance, c'est 1,2%. Et la Terre n'est même pas le corps du système solaire le plus riche en eau liquide. Voilà la quantité d'eau, tout est à bonne échelle, hein, à part ça, mais Europe, Titan et la Terre sont à la même échelle. Ça, c'est la quantité d'eau liquide qu'il y a sur Terre. Ça, c'est la quantité d'eau liquide qu'il y a sur Europe, qui est plus petite. Mais il y a plus d'eau, bien que le vin. Et là, c'est la quantité d'eau liquide qu'il y a sur Titan, qui est un satellite de Saturne, c'est un satellite de Jupiter. Donc, la Terre, ce n'est pas le domaine où il y a le plus d'eau liquide. Il y a le plus d'eau liquide ailleurs. Mais là, comme il fait très froid, cette eau liquide-là, elle est sous une banquise de glace. Comme ça serait l'eau liquide, ici, elle est sous la banquise. Et on peut se poser la question, d'où viennent ces 0,023% d'eau? Puisqu'elle est là. Des questions sur ce que j'ai dit? Pas sur ce que je n'ai pas encore dit, hein. C'est des questions sur ce que j'ai dit. Non? Alors on continue. Voilà comment a dû se faire le système solaire. Là, je ne fais plus intervenir Dieu, hein, je parle sérieusement. Vous avez le Soleil en formation, vous avez plein de poussières diverses et variées qui tournent autour du Soleil. Là, il fait chaud, là, il fait tiède, et là, il fait froid. Et les poussières, là où il fait chaud, sont des poussières sèches. C'est-à-dire qu'il y a des minéraux divers et variés, mais il n'y a même pas d'eau. Par contre, là, c'est des poussières humides, en sens qu'il y a des poussières, des cailloux, du fer, mais il y a aussi de la glace. C'est la limite des glaces. Là, il fait très froid, il y a de la glace. Oui? Donc, proche du soleil, on n'a pas d'eau, mais cette eau, elle est chassée, en fait. Ben, non, les poussières, je parle des poussières. L'eau qui est dans les poussières sont anhydres. Elles sont anhydres. Mais, je veux dire, elles ont séché par la chaleur, mais du coup, cette eau est partie. Ah ben, soit elles n'en ont jamais eu, soit elle est dans le gaz autour. Je parle des poussières. Et donc, les planètes, les satellites, tout ça, les astéroïdes, se sont faits par rassemblement de ces poussières. La Terre s'est faite par là. Elle devrait être théoriquement presque anhydre. Ça tombe bien, c'est ce qu'elle est. 0,023%, c'est presque anhydre.
Par contre, les astéroïdes qui sont là devraient être également presque anhydres. Bon. Par contre, loin, hein, Titan, Europe, ils ont beaucoup d'eau, mais ça c'est normal parce qu'ils se sont faits au-delà de la limite des glaces. Alors, on a des preuves de tout ça, c'est que par exemple les comètes, qui sont les corps situés le plus loin, corps bien connus, situés le plus loin du Soleil, c'est l'orbite de Neptune, au-delà de l'orbite de Neptune en général, c'est des blocs très riches en eau, et quand leur orbite les amène près du Soleil, la glace se sublime, et ça fait des jets de vapeur qui sont à l'origine de la queue de la comète. Là, vous avez un énorme jet de vapeur. C'est 16 photos prises le 12 août 2015. Il va y en avoir, attention, paf, vous voyez le jet de vapeur. Hein. Donc ça, c'est de l'eau. Et alors, voilà, c'est les comètes. Elles ont de l'eau, c'est normal. Alors, si vous analysez les gaz qui sortent d'une comète, en masse, c'est 80% de vapeur d'eau. Mais vous avez un certain nombre de pourcentages de corps. Il y a du méthane, il y a du monoxyde de carbone, et plein de choses. Le total doit en boucler à 100. Donc, les comètes, il sort beaucoup d'eau, c'est normal. Alors, les météorites sont des morceaux d'astéroïdes qui, normalement, sont entre Mars et Jupiter et qui sont, la majorité des météorites sont anhydres. C'est normal, elles sont dans une zone où il fait trop chaud pour qu'il y ait de la glace. Donc, une météorite ordinaire, moins de 0,1% d'eau. Mais quelques pourcents des météorites, 7%, je crois, 8%, c'est pas mal quand même, contiennent de l'eau. Ce n'est pas de l'eau sous forme de gouttes d'eau, c'est de l'eau dans les silicates. Il y a des argiles, il y a des serpentines, il y a de l'eau dans des silicates. Et les plus riches en eau, c'est qu'il y a 20% d'eau pour les météorites qu'on appelle CI1. Alors, depuis quelques années, c'est 2023, il y a du neuf, parce qu'avant on avait des météorites, on n'avait pas de morceaux d'astéroïdes. Et là, on a ramené des morceaux d'astéroïdes de deux missions, une mission japonaise et une mission américaine, qui ont ramené des morceaux d'astéroïdes, 5 grammes ramenés en 2020 et 120 grammes en 2023. Voilà un astéroïde, voilà, et les morceaux ramenés par l'astéroïde japonais, vous voyez, c'est écrit en japonais. Et Ryugu, l'astéroïde japonais, contient 7% d'eau. Enfin, les échantillons ramenés contiennent 7% d'eau, et Bennu, le deuxième, en contient 8%. Alors ça, c'est pas normal, parce que les astéroïdes, ils auraient dû cristalliser dans un endroit anhydre. Or, il y a de l'eau. Alors, l'étude des planètes extrasolaires, ce qu'on commence à voir loin, plein de simulations informatiques, etc., ont montré qu'au début du système solaire, les orbites n'étaient pas stables. Et il y a ce qu'on appelle le grand tac, qu'on peut traduire par le grand virement de bord. Il s'est passé des choses, je résume parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Vous avez le Soleil, les petits corps qui vont devenir la Terre, la Lune, Mars, etc., pierreux, anhydres. Le gros Jupiter et le gros Saturne se sont déjà faits, ils sont là, je ne vous dis pas comment. Et au-delà, vous avez les petits corps riches en glace. Mais le problème, c'est que pour des raisons de gravité parfaitement comprises mais complexes, Jupiter et Saturne ont d'abord migré vers le Soleil. Ça a foutu un bazar terrible et tous les petits corps qui étaient là, une bonne partie a été expulsée de l'autre côté. L'autre partie a continué à se rassembler pour faire les futurs Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Puis, le mouvement s'est inversé. Jupiter et Saturne sont revenus et ils ont envoyé, c'est-à-dire dans la ceinture des astéroïdes, ce qui était par là. Et ils ont renvoyé un mélange de pur sec, de pur humide et puis de tous les intermédiaires possibles et imaginables. C'est pour ça que les astéroïdes, il y en a quelques-uns qui sont hydratés. Et certains des astéroïdes tombent sur la Terre, et c'est les météorites hydratés, ou pas hydratés d'ailleurs, qu'on ramasse. Alors d'où vient l'eau de l'atmosphère, d'où vient l'atmosphère et l'hydrosphère présentes sur la Terre? L'hypothèse la plus ancienne, celle qu'on m'a prise dans ma lointaine jeunesse, celle que j'enseignais au début de ma carrière, c'est que les poussières et les météorites, on ne connaissait pas la migration des planètes il y a 40 ans, qui ont fait la Terre, contenaient un peu moins que 0,1% d'eau. On prenait les chondrites ordinaires, météorites ordinaires, 0,1% d'eau. C'est une chondrite anhydre, 0,1%, c'est rien. C'est à peu près comme la Terre. La Terre, c'est même 2 fois plus que 0,1, puisque c'est 0,023. Donc la Terre est née avec des météorites qui contenaient un soupçon d'eau.
Quand elles sont faites, tout ça, ça a fondu avec la chaleur d'accrétion, et les volatiles, l'eau, le CO2, etc., sont partis à la surface et ont formé l'atmosphère, l'hydrosphère primitive. C'est ce que je racontais quand j'étais petit, quand je faisais mes cours il y a 30 ans. Le problème, c'est que tout ça s'est fait à très haute température, que la Terre s'est accrétée à l'état fondu, et la majorité des volatiles, ce n'est pas les poules, hein, c'est tous les gaz et choses comme ça, en particulier l'eau, aurait dû partir. Et l'impact qu'a fait la Lune aurait dû chasser s'il en restait. Et on a des arguments géochimiques, on est sûr, dans la mesure où un scientifique peut être sûr de quelque chose, que ce très important départ a eu lieu. L'eau et les autres volatiles ont dû partir très tôt. Donc l'hypothèse 2, qui a les faveurs aujourd'hui, c'est que quelques dizaines de millions d'années après la fin de l'accrétion de la différenciation, l'eau est partie. Et à cause du grand tac, eh bien, il y a une arrivée tardive de corps riches en volatiles qui nous est tombée dessus. On a des arguments isotopiques pour le confirmer. Et l'eau de l'océan est tombée sur Terre après sa fabrication et après sa différenciation. Alors, on peut même faire de la chronologie avec des isotopes radioactifs divers et variés. Si vous appelez 0 l'allumage du Soleil et la formation des planètes, l'impact qu'a formé la Lune, et c'est 30 millions d'années après, c'est pas beaucoup, 30 millions d'années, hein. N'oubliez pas que la Terre a 4500 millions d'années, 4 milliards et demi, et une petite centaine de millions d'années après la formation de la Terre, il est arrivé ce qu'on appelle le vernis tardif, c'est-à-dire qu'il est tombé sur la Terre, quelque chose venu de l'extérieur, du système solaire, mais de l'extérieur de la Terre, qui a amené du vernis. Alors, il y a des volatiles et il y a d'autres trucs, par exemple le nickel. On a de bonnes raisons de penser que le nickel qu'on a dans les péridotites du manteau, il n'est pas d'origine, il est apporté donc une centaine de millions d'années après la formation du système solaire. Voilà donc les origines de l'océan. L'océan est extraterrestre. La Terre est extraterrestre, hein, et l'océan lui-même est extraterrestre. Alors, comme j'ai dit, tous les petits-enfants qui boivent la tasse pour la première fois au bord de la mer demandent à leurs parents « Dis, maman, pourquoi la mer est salée ?» Tout le monde se pose la question. C'est logique de la part d'un petit enfant. Mais c'est indigne d'un adulte cultivé. Parce que la bonne question, je vais essayer de vous le démontrer, c'est pas pourquoi la mer est salée. C'est pourquoi la mer n'est pas saturée en sel. Saturée en sel, c'est 350 grammes par litre, la saturation. Alors que la mer, c'est que 36 grammes par litre de sel. La mer devrait être saturée en sel. Elle ne l'est pas. Donc, la grande question, c'est pourquoi la mer est si peu concentrée. Alors, on est à la fin du 19e siècle. On voudrait bien connaître l'âge de la Terre. On ne connaît pas la radioactivité à l'époque. Il y a un Irlandais qui s'appelle John Joly qui se dit, mais les fleuves, ce n'est pas de l'eau totalement douce, l'eau d'un fleuve. Il y a un petit peu d'ion. Ce n'est pas de l'eau distillée. Vous ne mettriez pas de l'eau de rivière dans votre fer à repasser dans votre batterie. Donc, il y a un petit peu d'ion qui arrive par les fleuves à la mer, par l'altération des roches. Mais l'eau qui quitte la mer par évaporation, c'est de l'eau distillée. Donc, les fleuves amènent des ions à la mer, en particulier de l'ion sodium, mais pas que, et ils n'en partent pas par l'évaporation. Donc, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, on a enfin une idée du volume de l'océan. On a une bonne idée de la profondeur moyenne des océans qu'on n'avait pas un siècle avant. Hein. Pour connaître la profondeur des océans, il a fallu globalement qu'on pose des câbles sous-marins et pour étudier les océans. Avant, on n'avait vraiment pas une bonne idée de tout ça. Toujours à la fin du XIXe siècle, on avait une bonne idée du débit moyen des fleuves. Il y a des grands fleuves, l'Amazone, des moyens fleuves, le Nil, des petits fleuves, le Rhône. Mais on arrivait à faire la somme de l'eau des fleuves qui arrivaient à la mer, en ordre de grandeur. Et les fleuves, on connaissait leur salinité très faible, moyenne. Donc, John Joly s'est dit, mais en combien de temps les fleuves amènent à la mer tout le sel qu'il y a? Alors, il a appris que le sodium, il a supposé, à juste titre, que la précipitation du sel de sodium, enfin du sel, hein, les marais salants naturels, il n'y en avait pas assez. Donc, il a négligé le chlorure de sodium naturel. Il a vu qu'en à peu près 100 millions d'années, les fleuves auraient amené à la mer tout le sel qu'on y trouve. On n'avait aucune idée de l'âge de la Terre. On disait, bon, la Terre a à peu près 100 millions d'années. C'était bien. Le problème, c'est qu'on a découvert quelques années plus tard, la radioactivité a été découverte 20 ans après cette histoire, que la Terre, elle n'avait pas 1000 millions, elle avait 4500 millions. Donc la mer devrait actuellement être un grand lac saturé en sel comme la mer Morte.
Donc la grande question, alors voilà, à la fin du siècle, j'explique comment il a fait, hein, il a fait des règles de 3 pour arriver au fait que la mer devrait être saturée en sel. Donc la bonne question, c'est pourquoi elle ne l'est pas. Qui s'était déjà posé la question? Donc là, je résume. La mer reçoit de l'eau qui n'est pas parfaitement douce. Regardez par exemple en sodium, il y a 5 mg de sodium en moyenne par litre d'eau de fleuve, alors qu'il y a 10 600 mg de sodium par litre d'eau de mer. Donc il arrive des ions, il n'en part pas. Donc, il y a un gros problème. Et c'est comme ça que je le lis avec des règles de 3. Maintenant, comment ça s'appelle? Des produits en croix, des tableaux de proportionnalité, de montant, ça s'appelle des règles de 3. On peut trouver qu'en 80 millions d'années, les fleuves amènent à la mer tout le sel qu'il y a. Donc, il y a une grande question. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler du cycle de l'eau. Moi, ça a bercé mon enfance, ça. Il y a une histoire qu'on me racontait à la maternelle, grande section. Ça s'appelait Perlette goutte d'eau. C'est une goutte d'eau qui était dans un nuage, qui tombait, ça faisait des rosées, puis des rivières, etc. Ça allait dans la mer, et finalement, le soleil la faisait évaporer, elle retournait dans son nuage. C'était beau comme tout. Et c'est peut-être été une raison de ma vocation géologique, Perlette goutte d'eau. Alors, on peut mettre des chiffres. Hein. Vous avez le volume de là où il y a de l'eau sur Terre. On peut chiffrer l'évaporation en tonnes par an. C'est quand même 43 10 puissance 13 tonnes par an. Ça, c'est l'évaporation sur les océans. L'évaporation sur les continents. C'est donc qu'ils s'évapore, elle pleut. La majorité pleut sur l'océan lui-même. Une minorité tombe sur les continents. Et comme il pleut plus sur les continents que ça s'évapore, il y a les fleuves qui ramènent. On peut même calculer des temps de résidence. Vous faites une division. En combien de temps l'océan est complètement évaporé et complètement plu, si je puis dire. Faites la division. Vous voyez qu'en 3255 ans, l'océan est complètement évaporé et complètement plu. Si vous prenez l'océan évaporé et la pluie qui retombe sur les continents et qui revient à l'océan par les fleuves, il faut 38 000 ans, c'est pas beaucoup, 38 000 ans, c'est l'âge de la grotte Chauvet, hein, pour que l'océan ait été évaporé et soit revenu par la mer. Depuis que la Terre est terre, sur ce rythme-là, l'eau serait complètement montée au ciel, retombée sur les continents et revenue à la mer 120 000 fois depuis que la Terre est terre. C'est beaucoup. C'est ça le cycle de l'eau. Mais c'est forcément incomplet. Parce que s'il n'y avait que ça, ben la mer serait saturée en sel. Or, comme elle ne l'est pas, c'est qu'il n'y a pas que ça. Donc, si il n'y avait que ça, voilà ce que serait une plage. Ce ne serait pas folichon pour se baigner. Alors, beaucoup de gens disent, mais il n'y aurait pas de vie sur Terre. Attends une parenthèse, la vie, le sel, ça ne la gêne pas. Hein. Même dans les milieux saturés en sel, il y a de la vie qu'on appelle hyperhalophile. Alors, il n'y a pas de poissons. Mais la mer morte est tout sauf morte. Il y a plein de crustacés, de bactéries, etc. Et Moïse était un peu con. Comme il n'y avait pas de poissons, il appelait ça la mer morte. Mais elle n'est pas morte. Là, vous avez des lacs salés quelque part au Tibet. Le blanc, ce n'est pas de la glace ou du sel. L'eau est saturée en sel. Et il y a plein de petites crustacés qui vivent là-dedans très bien. Et ça, c'est les fesses de Kathleen. Pour ceux qui connaissent. Vous connaissez Kathleen, certains? Alors, rappelez-vous, on avait vu ce schéma-là tout à l'heure. Et ici, là où ça remonte, il y a du volcanisme. Donc, sur les 3/4 de la surface de l'océan, il y a à peu près des basaltes ou des gabbros. Alors, ce sont des roches pauvres en olivine, basalte et gabbro. Il n'y a pas beaucoup d'olivine dans les basaltes et les gabbros du Chenaillier, par exemple, mais il y a beaucoup de feldspath. Et on va voir l'importance majeure de ça sur le problème de salinité de l'eau de mer. Et quand vous montez au Chenaillier, montrer la forme des pilots, c'est bien. Parler de la salinité de l'eau de mer, à mon avis, c'est au moins aussi important. Ce n'est pas dans les programmes, et c'est ce que j'appelle le dilemme de Galilée. Quand vous avez des programmes qui vous disent de faire quelque chose, à l'époque de Galilée, vous apprenez à vos étudiants que la Terre est au centre de l'univers et que le Soleil lui tourne autour. Que devez-vous faire? Apprendre ce qu'on vous demande d'apprendre ou apprendre ce que vous croyez juste? Alors, en France, on est des fonctionnaires, il faut apprendre ce qu'on nous demande d'apprendre. Mais si on n'est pas d'accord, on milite démocratiquement par des associations pour changer les programmes. Et si on n'est vraiment pas d'accord de tout, on démissionne.
À l'époque de Galilée, c'était plus dur, il y avait l'Inquisition, tout ça. Mais par exemple, quand Marine Le Pen va arriver au pouvoir, elle nous demandera d'apprendre que l'évolution n'existe pas, que la Terre a 6000 ans. Que doivent faire les enseignants de profs de SVT si on leur demande de faire ça? Il y a des États américains où c'est le cas. Hein, ce n'est pas Le Pen, c'est du Trump bis. Faites attention, ça peut nous arriver. Donc, on va voir les interactions entre l'eau de mer. Et ça, qui est un problème majeur pour le problème de la salinité de l'eau de mer. Vous connaissez le volcanisme sous-marin, qui est présent sur les 3/4 des océans, à la convention de Pylo-Lavas, etc. Bon, ça, vous connaissez, des pylos, etc. Et dans une basalte, il y a très peu d'olivine et il y a beaucoup de plagioclases. Ce sont des plagioclases riches en calcique, c'est de la nortite pour ceux qui connaissent. Riche en calcite, en calcium, excusez-moi. Donc la formule de la nortite, c'est Si2Al2O8Ca. J'ai souligné Ca. Vous savez qu'associé à ces volcans sous-marins, il y a très souvent des sources chaudes qu'on appelle hydrothermales. Hydro, ça veut dire eau, thermal, ça veut dire chaud. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau de mer qui s'infiltre par des fractures, qui descend quelques kilomètres de profondeur, qui se réchauffe et qui remonte par des fumées. Tout le monde connaît parce que ça fait des images spectaculaires et même les journalistes qui ne comprennent rien aiment bien montrer ces images. Voilà, ça peut avoir de l'eau qui sort à plus de 350 degrés, etc. Rappelez-vous le cycle de l'eau qu'on a vu tout à l'heure. C'est forcément incomplet. Alors, quand j'étais en maternelle, on ne connaissait pas les fumeurs noirs. Mais on aurait pu se dire, ce que vous me racontez, c'est incomplet. On n'avait pas la solution, mais il y a des problèmes parce qu'on ne sait pas soigner le cancer, mais ce n'est pas une raison pour nier l'existence du cancer. On ne savait pas pourquoi la mer n'était pas assez salée, mais on ne se posait même pas la question. Parce que ce qui rentre au niveau des dorsales, puis ce qui ressort, on considérait d'un premier temps que c'est la même chose, je n'irai pas plus loin aujourd'hui, c'est quand même 3000 10 puissance 8 tonnes par an. C'est-à-dire que ça rentre et ça ressort, en on va dire 5 millions d'années, tout l'océan rentre par les fractures et ressort sous forme de fumeur. Et depuis que la Terre existe, c'est arrivé, l'océan a été recyclé comme ça 1000 fois. Et on se baigne là-dedans. Alors pour montrer qu'il y a vraiment un problème de la formation scientifique des gens en général, tapez cycle de l'eau sur Google Images. Copie d'écran. Il n'y a que la pluie, la neige, les glaciers, enfin, ce que racontent les écologistes. Quand j'ai écologiste, c'est péjoratif pour moi. Le scientifique, c'est un écologue. Ça, c'est un scientifique. L'écologiste, c'est qui n'y connaît rien, qui en parle beaucoup. Hein, donc, je sépare bien les écologues, c'est des vrais scientifiques, des écologistes qui sont des politiques. L'idéal serait qu'on soit les deux à la fois. Mais c'est très rare que les gens soient les deux à la fois. Et bien, donc, c'est une capture d'écran. Là où il y a le cycle interne avec l'eau qui rentre et qui ressort dans la Terre, ça n'arrive qu'en 57e position. Ça montre que tout le monde s'en fout. C'est quand même important que l'eau ne soit pas saturée en sel. S'il n'y avait pas tout ça, la mer, l'océan serait comme la mer morte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme on l'a dit, il y a des apports de cations par les fleuves, il n'y a pas de départ par l'évaporation. On va prendre que les ions positifs. C'est que les cations, par exemple le sodium, part. Mais où? À votre avis, où? Où part le sodium? On va prendre que le sodium. Je néglige les dépôts naturels de sel qui ne sont pas assez importants. Quel minéral va absorber le sodium? Tu transformes du feldspath calcique en feldspath sodique, c'est-à-dire tu albitises les anorthites, et c'est une pompe à sodium. Feldspath calcique, qu'on appelle l'anorthite, plus les ions sodium, ça donne feldspath sodique, qu'on appelle l'albite, plus les ions calcium. On parle de spélitisation des basaltes, d'albitisation des plagioclases. On pourrait parler de sodiomisation des plagioclases. Alors ça se montre sur le terrain, quand tu vas au Chenaillet, c'est que tu as des néoformations d'albite, c'est les varioles. Toutes les varioles, c'est des néocristallisations d'albite qui sont des pompes à sodium. Quand tu montres une variole, tu dis voilà pourquoi la mer n'est pas saturée en sel.
Si ce que je vous ai dit est vrai, ou par le calcium, puisque je remplace du calcium par du sodium. Si par hasard, votre basalte était formé à une profondeur, disons, inférieure à 1500 mètres, il pourrait y avoir des vacuoles dedans. Quand on est profond, il n'y a pas de vacuoles parce que les gaz sont solubles dans le magma. Mais si c'est un volcanisme pas trop profond, il y aura des vacuoles, des bulles de gaz. Il y aura donc du calcium, et le calcium va remplir les bulles de gaz. Alors voilà des pilolavas qui sont du Crétacé supérieur, c'est au Pays Basque. Vous avez plein de pilots, c'est du volcanisme sous-marin. C'est le volcanisme contemporain de l'ouverture du golfe du Gascogne. C'est un volcanisme de marge, si on peut dire. Il y a des très beaux pilots avec des vacuoles. Et toutes les vacuoles sont pleines de calcite. Et comme là, il se trouve qu'on est au bord de la mer et que la calcite est beaucoup moins altérable par l'eau de mer que le basalte, les vacuoles pleines de calcite, ça fait des perles. Vous avez un basalte à perles extraordinaire. Et ça, vous pouvez le montrer, moins beau par ici, c'est qu'il y a du volcanisme sous-marin au Trias, qu'on appelle les spilites, et au moins au col d'Ornos, ça j'en suis sûr, on a vu encore ça tout à l'heure dans le jardin, il y a des vacuoles pleines de calcite. Donc, en voyant un sonnet, vous pouvez montrer le sodium piégé sous forme de variole et le calcium libéré, alors pas dans les ophiolites, mais dans un volcanisme sous-marin pluvieux, sous forme de calcite qui remplit les vacuoles. C'est de la géodynamique à l'échelle de la Terre, ça. Ce n'est pas un petit bassin océanique avec des petites failles et des petits pilots. Géologie, ça veut dire discours sur la Terre. Géos, c'est la Terre. Voilà les interactions entre l'eau de mer et le basalte ou gabbro. Éventuellement péridotite, mais ce n'est pas le principal pour la péridotite. Est-ce qu'il y a des interactions au fond de l'océan quand il y a très peu de basalte et de gabbro? Quand c'est les fonds de péridotite, comme au Chenaillet. Donc, la péridotite, il y a beaucoup d'olivines, mais il n'y a pas beaucoup de feldspath. J'ai mis pauvre en feldspath. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Tu as vu, c'est marqué pauvre. Eh bien, il se trouve que l'olivine, c'est un mélange l'olivine naturelle, c'est un mélange de deux olivines. Il y a à peu près 80-90% d'olivine qui est magnésienne, mais 10 à 20% qui est ferreuse. L'olivine, normalement, l'olivine pure, c'est Mg2 SiO4, mais en fait, c'est souvent Mg 1,8 et Fe 0,2. Ça, c'est l'olivine naturelle. Ça, c'est une olivine qui n'est pas voilà, une olivine. Si vous prenez cette olivine avec son fer, ce qui m'intéresse, c'est le fer, plus de l'eau. Le fer, c'est du fer 2+, c'est du FeO. Et FeO plus H2O, ça donne Fe2O3, plus un oxyde de magnésium, qu'on appelle la brucite, plus de la serpentine, des serpentines, parce qu'il n'y en a pas qu'une, plus de l'hydrogène. Et Fe2O3, c'est un mélange de FeO et de plutôt, ce qu'il fait, c'est de la magnétite, qui est un mélange de Fe2O3 et de FeO. La magnétite contient du Fe2O3. Donc, cette histoire-là, ça fait de la magnétite, qui contient du Fe2O3, et de l'hydrogène. Alors, pour vous montrer que ça marche, c'est que vous prenez un aimant, vous montez au Chenaillet, vous traînez un aimant dans la Terre, et vous avez plein de petites particules qui se collent à l'aimant. C'est la magnétite, qui est le témoin de cette réaction chimique-là. Donc, une dorsale pauvre en volcanisme fait de l'hydrogène. H2 qui s'en va. Mais, d'abord, est-ce que c'est vrai? D'abord, oui, c'est vrai. Si vous prenez l'analyser les fluides dissous dans l'eau qui ressortent des fumeurs dans les fonds péridotitiques, 45% des gaz dissous là-dedans, c'est de l'hydrogène. Mais il y a également 6% de méthane. Pourquoi? C'est parce que quand vous avez du CO2, et l'eau de mer est chargée en CO2, plus de l'hydrogène, ça fait du méthane, plus de l'eau, plus de l'énergie. Et là, vous avez l'hydrogène, le CO2, mais il sort du méthane. Une dorsale, c'est une machine à faire du méthane. Et de l'eau. C'est pas très grave. Voilà, c'est une symbole. Et le méthane ressorti par les dorsales, c'est entre 5 à 10% des dégagements naturels actuels. C'est pas négligeable. Or, comme le méthane est un gaz à effet de serre, voilà. Bon, on ne peut pas fermer
verrouiller les dorsales. Même Trump n'y pense pas. Puis pourquoi y penserait-il, puisqu'il n'y a pas de réchauffement climatique? Donc, mais les gens ne savent pas qu'une dorsale, c'est une machine à faire du méthane. Et ça ne fait pas que du méthane. Alors, une réaction pour prouver que cette réaction est vraie, c'est qu'il y a des endroits sur Terre où il y a des ophiolites, donc des péridotites, de l'eau riche en CO2, parce que par exemple à côté, il y a des carbonates et qu'il y a de l'eau riche en carbonate qui circule là-dedans. Et dans la péridotite, il y a cette réaction qui se fait et il sort du méthane. C'est une photo que j'ai prise, Raymond était à côté de moi, il pourra témoigner que c'est vrai. C'est en Turquie. Il y a des réactions où du méthane qui sort par organosynthèse abiotique de méthane, la réaction CO2 plus H2. Et H2 venant de la serpentinisation. La serpentinisation, c'est une machine à faire de l'hydrogène. C'est quand même beau quand on se promène au Chenaillet de raconter tout ça. Mais c'est pas au programme. Alors une réaction, j'ai mis, on va revenir, CO2 plus H2 donne CH4 plus Q, qui est énergie, peut être spontanée abiotique, mais elle peut être également biotique, c'est-à-dire due à des bactéries, enfin des archées, une espèce de microbes. Et c'est cette énergie-là, fournie par cette réaction, qui donne l'énergie à ces microbes pour le faire. Alors ça, c'est très fréquent, cette réaction. Ça existe, par exemple, dans l'estomac de tous les ruminants. L'estomac des ruminants, il y a des fermentations qui font de l'hydrogène. Et cet hydrogène réagit avec du CO2. Et donc, dans l'estomac, dans la panse des ruminants, il y a des archées, des microbes, qui prennent le CO2, qui prennent l'hydrogène, qui en tirent leur énergie pour vivre leur vie, et ils rejettent du méthane. Et c'est pour ça que les roches rotent du méthane. On dit que les vaches pètent du méthane, elles ne pètent pas du méthane, elles rotent du méthane. Alors, il faut quand même un quart d'heure artistique, enfin une symbole artistique. Nous, on fait du méthane aussi, non pas par notre estomac, mais on a des archées dans nos intestins. Et pour le prouver, je vous mets un tableau de Toulouse-Lautrec, c'est quand même pas n'importe qui, Toulouse-Lautrec. Tableau de Toulouse-Lautrec qui s'appelle Oh que se paie plus, qui a été peint en 1884, qui est dans un musée. Et vous avez Toulouse-Lautrec qui s'est peint en train de peter pour montrer la production biologique de méthane par les archées. Il n'y a que les archées qui font du méthane. Donc tout le monde connaît les écosystèmes au niveau des dorsales. Il y a deux types de sources d'énergie pour faire vivre tous ces écosystèmes, puisqu'il n'y a pas de lumière. Pour simplifier au niveau des fonds basaltiques, les eaux qui sortent sont riches en fer de plus et riches en H2S, soufre. Or, dans l'eau de mer, il y a de l'oxygène dissous. Les poissons, ça respire très bien au fond de la mer. Ce qui se passe, c'est que vous avez oxydation du fer de plus et du sulfure d'hydrogène pour donner des sulfates ou du fer 3+, et de l'hydrogène et de l'énergie. Ça, c'est l'énergie qu'utilisent les microbes pour faire la synthèse dans ce type de fumeur. Mais sur les fonds très riches en olivine, où il y a à la fois H2 et CO2, l'énergie ne vient pas d'une réaction d'oxydation, on n'a pas besoin d'oxygène dissous dans l'eau de mer, mais c'est comme ça, et il y a des bactéries qui utilisent cette énergie-là pour faire leur méthane. Donc, il y a des métabolismes où il faut que la mer soit oxygénée, mais il y en a des métabolismes anoxiques où il n'y a pas besoin d'oxygène pour qu'il y ait de la production d'énergie. Alors, ça peut aller plus loin que le méthane. On a découvert en 2000 combien? C'est marqué où la date ici? 2008, que les réactions pouvaient aller beaucoup plus loin que le méthane, puisqu'on pouvait faire des molécules complexes. Et dans cette publication de 2008, vous voyez, qui disent hydrocarbone et oxygène organique compagnie, il y a des molécules assez complexes. Et là, vous pouvez y revenir. Et si l'origine de la vie, c'était là? Là, c'est une machine à faire des grosses molécules organiques. Alors, pour l'instant, en 2008, ce n'était pas des acides aminés. Donc, si je résume, au niveau des sources hydrothermales classiques, au niveau des dorsales avec volcanisme, pauvre en olivine, il y a des réactions d'oxydoréduction qui nécessitent de l'oxygène, celle qui est dissoute dans la mer. Alors, même dans le noir le plus complet, elles dépendent quand même indirectement de la lumière, parce que si il y a de l'oxygène dissous dans la mer, c'est parce que 3000 mètres plus haut, il y a la photosynthèse. S'il n'y avait pas la photosynthèse, il n'y aurait pas d'oxygène dissous dans l'eau de mer, et ces fumeurs noirs, ça ne marcherait pas. Par contre, la vie qui pratique la méthanogénèse n'a pas besoin d'oxygène dissous dans l'eau de mer, et la vie pouvait très bien croître et multiplier dans les premiers temps de la Terre, où il n'y avait pas d'oxygène, même dans le noir. Même avant l'invention de la photosynthèse. Donc si la vie est née sur Terre, elle est née plutôt comme ça,
Certainement pas comme ça. Alors les journalistes qui disent n'importe quoi, j'ai encore fait un pléonasme, ils disent souvent on a là une analogie de l'origine de la vie sur Terre. Non, parce que là, on a besoin d'oxygène pour faire ces machins-là, et il n'y avait pas d'oxygène à l'origine de la Terre. Alors en plus d'être une source d'énergie pour les organismes, il se trouve qu'il se passe des tas de choses actuellement au fond de la mer, sur les fonds péridotitiques. Or, comme on a plein de raisons de penser qu'il y a 4 milliards d'années, il y avait beaucoup plus de fonds péridotitiques que maintenant, le peu qu'on voit maintenant devait être beaucoup plus abondant dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Ben, ça date de 2018. Pour la première fois en 2018, on a trouvé des acides aminés abiotiques qui ont été trouvés dans une carotte de serpentine prélevée au fond de la mer au milieu de l'Atlantique. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est des acides aminés cycliques, le tryptophane en l'occurrence. C'est très difficile, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est des techniques analytiques ultra complexes, c'est avec de la fluorescence ultraviolet, etc. Mais on a découvert des acides aminés en train de se fabriquer aujourd'hui dans les serpentines au niveau des dorsales. C'est quand même plus intéressant que de dire regardez, il y a des failles normales. C'est à l'échelle de la Terre qu'on raisonne. Mais les failles normales, c'est très bien, je suis un homme de terrain aussi. Et alors, c'est en janvier 2003, dans la même carotte, qui faisait 1100 mètres d'épaisseur, de long, la carotte, ça a été trouvé à, j'ai dû le mettre quelque part, 100 mètres de profondeur. Donc c'est 100 mètres sous le fond, dans les serpentinites. Mais à 1100 mètres de profondeur, sous le fond océanique, dans des niveaux de gabbro à olivine, qu'on appelle des troctolites, on a découvert des olivines. Dans les olivines, il y a des fractures, c'est normal aussi. Et dans les fractures, il y a plein de petits globules très riches en matière organique, qu'on appelle des PACM, Polyaromatic Carbonaceous Material. Ce n'est pas des acides aminés, mais c'est des molécules complexes, toujours aromatiques. La nature aime bien faire des cycles baséniques. Et là, c'est le spectro-Raman qui a détecté ça. Donc, au niveau des sources hydrothermales océaniques profondes, ou superficielles, dans un environnement riche en olivines, il y a donc au même moment et au même endroit organosynthèse abiotique de molécules prébiotiques, par exemple des acides aminés, qui peuvent servir à deux choses. Synthétiser des macromolécules. Si vous avez des acides aminés, vous pouvez faire des protéines. Mais également à nourrir des cellules. Imaginez qu'une cellule hétérotrophe vienne de vivre, là, elle est là. Ben, s'il sort des acides aminés, elle n'a qu'à les bouffer. Comme nous quand on mange du beefsteak. Deuxièmement, au niveau des sources hydrothermales sur péridotite, il y a des réactions biochimiques qui fournissent de l'énergie à des cellules qui viennent d'apparaître. Donc même s'il n'y a rien à manger, elles peuvent être autotrophes puisqu'elles fournissent de l'énergie. C'est tout ce qu'il faut pour que la vie naisse et s'y développe. Est-ce que c'est comme ça que c'est arrivé il y a 3,5 à 4 milliards d'années? J'ai mis un point d'interrogation, j'aurais pu en mettre 2, 3, 4, 5. Mais c'est une hypothèse tout à fait raisonnable. Des questions? C'est ça l'océan vu par le grand bout de la lorgnette, oui. Alors, interactions entre l'eau et son contenu font partie des sources d'énergie maintenant la vie. Maintenant, on va voir que la vie peut modifier l'océan. Par exemple, vous savez que le Pérou est spécialisé dans les anchois. Pourquoi il y a des anchois au Pérou? Les 3 régions les plus poissonneuses du monde, c'est le large du Pérou, le large de la Mauritanie et le large de la Namibie. Il y a beaucoup, beaucoup plus de poissons que sur les autres côtes, où il y en a déjà pas mal, mais alors là, ça y va. Là, c'est une carte de la production en kilos de carbone organique synthétisé par an par la photosynthèse, aussi bien des forêts, des plantes. Vous voyez qu'en gros, les océans, quand ils sont hors les océans froids, on ne produit très peu de matière organique. Les océans, c'est un désert biologique. Pas les côtes, mais le milieu des océans, c'est un désert biologique. Si vous pêchez au milieu de l'océan, ben vous n'attraperez pas beaucoup de poissons. Les grandes pêcheries, ce n'est pas au milieu des océans. C'est sur les côtes. Pourquoi? Là, vous avez la profondeur, et là, vous avez la teneur. On va regarder, par exemple, que le phosphore. Il n'y a pas beaucoup de phosphore à la surface. Dans la mer, il n'y a quasiment pas de phosphate. Comme il n'y a pas de phosphate, et que le phosphore, c'est indispensable à la vie, il n'y a quasiment pas de vie. Un tout petit peu, mais presque pas. Par contre, si vous vous enfoncez, à partir de 1000 mètres, vous avez jusqu'à 3
micromoles de phosphore, et puis ensuite, c'est presque constant. Pourquoi il n'y a pas de phosphore, ou de l'azote ici, à la surface, et puis qu'il y en a en profondeur? Il y en a un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Il y a du plancton, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il fait le plancton? Il prend le phosphore pour faire, par exemple, son ADN. L'ADN, il faut du phosphate. Puis ce plancton, il va mourir de sa belle mort. Il va couler. S'il ne meurt pas, il va être mangé par les rares poissons qu'il y a. Les rares poissons, ils vont chier. Et la merde va tomber. Puis après, ils vont mourir. Donc, toute cette matière organique qui prend le phosphore, le pas beaucoup de phosphore qu'il y a, tombe. Et le phosphore, comme le nitrate, comme le fer, est exporté vers le fond par la chute des cadavres ou des excréments. Et c'est pour ça qu'il n'y a quasiment rien comme vie à la surface. La vie transfère les nutriments, nitrate, phosphate, de la surface vers le fond. J'ai mis un cas d'école, un groupe d'êtres vivants, le phytoplancton, rend presque invivable pour lui-même son propre milieu de vie. J'ai rajouté, ça ne vous rappelle personne? De rendre invivable notre propre milieu de vie? Mais lui, le plancton, il le fait sans le savoir. Alors qu'il y en a d'autres qui le font en le sachant. Mais il continue. Alors maintenant, j'ai dit qu'il y avait quand même quelques endroits où il y avait particulièrement beaucoup de poissons. Pérou, Mauritanie, Namibie. On va aller au Pérou. C'est le seul des endroits où je suis allé. Et vous avez effectivement une énorme quantité de biomasse. Alors, je ne peux pas photographier les poissons, mais s'il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup d'oiseaux piscivores. Et il y a beaucoup d'otaries. Beaucoup de mangeurs de poissons. Et sur les îles côtières du Pérou, il y a une quantité d'oiseaux, parce qu'il y a plein de phytoplancton. C'est pour ça qu'il y a, je vous dire dans 5 minutes pourquoi il y a plein de phytoplancton, qui sont mangés par des milliards de poissons, qui sont eux-mêmes mangés par des millions d'oiseaux d'otaries. Alors, tous ces animaux, ça chie, ça meurt, et ça fait des dépôts de phosphate qui ont même été exploités. C'est les guano qui ont été exploités dans le temps. Alors, c'est pour montrer des belles photos, quelques oiseaux. Ça chie, les oiseaux, riches en phosphore. Quand je dis quelques oiseaux, c'est beaucoup d'oiseaux. Et puis ici, il y a des oiseaux parce qu'il y a des poissons. S'il y a des poissons, il y a des otaries aussi. Alors, il peut y avoir des concentrations d'otaries, mais en quantité astronomique. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans les otaries, comme ça, il y a les mâles sont beaucoup plus gros que les femelles. Des fois, les mâles se battent. Et quand les mâles se battent, eh ben, s'il y a un bébé à côté, le bébé est écrasé. D'autre part, des fois, il y a des paniques, parce qu'il y a des orques qui arrivent et qui arrivent en sautant à tangenter le bord de la plage et à choper un phoque ou deux. Donc là-dedans, il peut y avoir des paniques, soit par combat de mâles, soit par passage d'un orque. Donc ça fait des bébés écrasés. Donc des charognes. Et quand il y a des charognes, ben, il y a des charognards. Et j'ai eu la chance de photographier 3 vautours qui attendaient à l'ombre une panique pour qu'ils aillent manger les charognes de bébés qui allaient être faits par la prochaine panique. Donc voilà ce que c'est qu'un écosystème, une chaîne trophique, le phytoplancton, les poissons, les otaries et les charognards. D'où la question, mais pourquoi il y a beaucoup de phytoplancton sur ces endroits-là? Ces endroits-là, c'est les 3 endroits du monde où il y a la côte qui est parallèle à la direction des alizés. La côte est parallèle à la direction des alizés. C'est là, là et là. Or, je ne vais pas faire de la mécanique des fluides, c'est compliqué. Mais quand vous avez, ça c'est la mer, le vent dominant qui est parallèle à la côte, les ondes mécaniques des fluides, de force de Coriolis, etc., l'eau, au lieu de suivre le vent, ce qu'on pourrait penser en première onde, de dire l'eau va suivre le vent, pas du tout, elle part à 90 degrés du vent. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et les physiciens du fluide vous l'expliquent très bien. Ça s'appelle le transport d'Ekman. Donc l'eau va vers le large, en l'occurrence ici. Mais elle ne peut pas être remplacée par de l'eau qui vient de la gauche, puisque sur la gauche, il y a le continent. Donc elle est remplacée par de l'eau qui vient du fond, d'où qu'elle vienne. Et l'eau qui vient du fond, elle est riche en sels minéraux, en phosphore, en nana. Donc, il y a beaucoup de phytoplancton, donc il y a beaucoup de poissons, donc il y a beaucoup d'oiseaux, donc il y a beaucoup d'otaries, etc., etc. Voilà les relations, un peu, à grande échelle, vie, composition de l'homme mer.
Là encore, c'est autre chose que les petites failles normales bordières d'un petit lac ou d'un petit océan. Des questions? Alors maintenant, parlons des relations océan-CO2 et donc des relations océan-dérèglement climatique. Le CO2 est beaucoup plus soluble dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Chauffer de l'eau Perrier, ça va se dégazer. L'eau CO2 est beaucoup plus soluble dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Et dans les eaux froides, simplement d'un point de vue physique, le CO2 atmosphérique va se dissoudre dans l'océan. Au niveau des zones chaudes, le CO2 va être relargué par l'océan et ressortir dans l'atmosphère. Et à ces échanges purement physiques s'ajoutent évidemment d'importants échanges biologiques. Or, dans les eaux froides, qui se mélangent mieux, c'est plus riche en plancton, donc les eaux froides absorbent beaucoup de CO2 aussi par la photosynthèse. Parce que si elles sont froides, ça se mélange mieux avec les eaux du fond. Les eaux du fond se mélangent mal avec les eaux de la surface durant l'équateur, parce qu'à la surface, les eaux sont à 25 degrés, au fond, elles sont à 0 degré. Donc il y a une grande différence de densité, ça ne se mélange pas. Mais si l'eau de surface et les eaux froides ont la même température, les coups de vent mélangent bien mieux. Donc c'est pour ça que la productivité des océans froids est bien supérieure à la productivité des océans chauds. C'est de la physique. Donc là, vous avez les endroits où majoritairement l'eau plonge, ici, et puis un peu ici, ici et là. Et s'il y a de l'eau qui plonge, il faut bien qu'elle ressorte un jour ou l'autre. En fait, il faut toute une circulation qu'on appelle la convection thermohaline. L'eau plonge ici, reçoit du renfort de l'eau qui plonge, et elle ressort un peu ici et surtout là. Elle fait une boucle. Elle revient. Tout le monde connaît par exemple ce courant-là qu'on appelle le Gulf Stream. Le Gulf Stream, c'est ça. La flèche du haut. Et la boucle se fait à peu près en 1000 à 1500 ans. C'est-à-dire, si vous mettez quelque chose qui coule ici, 1000 à 1500 ans plus tard, il va ressortir là. En gros, c'est ça. Alors, je vous signale qu'à ce moment, la moitié du CO2, de l'excès de CO2 qu'on fait se dissout dans l'océan. Je dis que c'est un cadeau empoisonné qu'on lègue à nos arrière petits-enfants. Parce que même s'ils condamnent dans 1000 à 1500 ans, tout notre excès de CO2 qu'on fout dans l'océan va sortir. Imaginez, c'est pareil pour les déchets nucléaires qu'on balançait dans l'eau de mer dans le temps. On ne le fait plus, mais on le faisait. On l'a eu fait. Imaginez que Charlemagne ait fait ça. Le CO2 des déchets nucléaires de Charlemagne, on sortirait maintenant. Heureusement que Charlemagne n'a pas fait d'excès de CO2 et n'a pas fait de déchets nucléaires. Donc, si vous pensez aux générations futures, alors, à long terme, 1000 ans, pensez à ça. Alors, la com s'empare de cette histoire de CO2 et d'océan. La com qui dit n'importe quoi, mais c'est encore un pléonasme. Il y a deux façons pour l'océan, on l'a dit, d'absorber le CO2. Ça, c'est des machins que j'ai pris sur le web, c'est joli. L'océan se dissout au contact de l'eau. Ça génère ce qu'on appelle l'acide carbonique de long HCO3-. Mais alors, le problème, c'est que ça rend l'océan plus acide. Et ça perturbe la faune et la flore qui n'aiment pas l'acidification de l'océan. Et donc, plus on émet de CO2, plus l'océan va en absorber, puis il devient acide. C'est pas bon, ça. Hein. Même la com le dit, ça, c'est pas bon. Alors, par contre, ça, c'est très bon, d'après la com. Parce que le plancton absorbe du CO2, il meurt, il tombe au fond. On a vu qu'il amenait ses sels minéraux au fond, mais il amène son carbone. Et donc, ce carbone va se déposer au fond de l'océan et il ne sera plus en haut. C'est une façon de piéger le long terme du carbone. C'est ça qui fait fantasmer les ignorants. Il a marqué, ça c'est cool, ça fait moins de CO2 dans l'atmosphère. Comme ça, on peut continuer à polluer. Alors l'exemple de l'acidification, par exemple, acidification plus haute de température, ça fait blanchir le corail. Ça, c'est les inconvénients de la solution 1. Alors la solution 2, c'était ce qu'on a vu, je l'ai barré, parce qu'il y a deux choses qui ont été oubliées. C'est que le phytoplancton qui coule, la très grande majorité du plancton mort se décompose. Il y a des bactéries, ça. Et les bactéries le mangent, enfin le respirent, et ça refait du CO2. Et l'immense majorité du CO2 absorbé se relâche dans les océans relativement superficiels. Il n'y a qu'une toute petite minorité du plancton mort qui ne se décompose pas et qui va quand même au fond. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un de faire des études quantifiées.
Donc ça, les moins ignorants, alors ce que vous disent les ignorants, ce qu'il faudrait faire, c'est augmenter le 1, augmenter le 2 et augmenter le 5. Faire en sorte que ce soit une minorité moins, enfin, qu'il y ait beaucoup de 5, beaucoup de carbone qui se dépose au fond de la mer. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Renforcer l'absorption. Ben, c'est facile, il n'y a qu'à fertiliser la surface de l'océan. Vous mettez plein de phosphore, plein de fer, plein de nitrate, qui m'y suffirait avec des guillemets. Vous épandez tout ça à la surface de la mer, vous créez des blooms planctoniques, là c'est un bloom planctonique parfaitement naturel. Ça absorberait le plein de CO2, une grande masse de cette matière organique coulerait et sédimenterait au fond du plancher océanique. Il y aurait alors au fond de la mer beaucoup plus de matière carbonée que d'oxygène dissous. Il y a de l'oxygène dissous au fond de la mer, il n'y en a pas beaucoup. Donc, rapidement, il n'y aurait plus d'oxygène dissous au fond de la mer, plus beaucoup, elle ne serait pas respirée. Le matière organique ne serait pas respirée. Ça pèserait du carbone pour des durées géologiques. Un vrai conte de fées. Continuons à polluer, on va faire ça. Ils doivent discuter de ça à la COP, je ne sais plus quel numéro. Hein. Alors, le premier problème, c'est que les ressources de la planète en phosphore sont limitées. En fer, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de minerais de fer. Mais le phosphore, on dit que la consommation agricole, l'essentiel du phosphore, ce n'est pas pour les allumettes, hein, c'est pour l'agriculture. Dans 30 ans, avec les gisements connus actuels, il n'y aura plus de phosphate à mettre dans les champs. Alors si en plus on en met dans la mer, bon. Puis il y a un deuxième problème. Qu'est-ce qui se passe en vrai quand il y a beaucoup de matière organique et peu d'oxygène? Donc la question, c'est comment vivre sans oxygène? Alors l'homme ne le peut pas. Hein, essayez. C'est une façon de se suicider, paraît-il. Ça peut être très agréable de se suicider par un sac en plastique. Puis j'aurais envie de mettre mon doigt pour crever le sac en plastique. Si tu te jettes d'un pont, tu ne peux pas changer d'avis pour remonter. Mais alors, si l'homme ne peut pas vivre sans oxygène, il y a énormément d'organismes qui le font. Toutes les levures qui pratiquent la fermentation à l'origine du vin et de la bière le font très bien. Heureusement qu'il y a de la vie qui vit sans oxygène, sinon on n'aurait pas de pinard, pas de fromage, pas de bière. Vive la vie sans oxygène. Le nombre de gens qui disent il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas de vie, c'est n'importe quoi. Comment feraient des micro-organismes au fond de l'océan s'il y a plus à manger que d'oxygène? Première solution, c'est des fermentations. Et par exemple, un équivalent petit des océans, c'est les marécages, où il y a beaucoup de matière organique au fond du marécage, ça se mélange mal quand c'est au putride. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des tas de fermentations et de machin, et ça produit du méthane, c'est les feux follets. Les marécages produisent du méthane. Si on fait ça, il y aura peut-être production de méthane très importante au fond de l'océan. Or, le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus efficace. Donc, si vous transformez le CO2 en méthane pour lutter contre l'effet de serre, c'est de la tromperie, là. Hein. Alors, première solution, c'est pas bien, on fait du méthane. Alors, le remède serait pire que le mal, parce que le méthane est un gaz à effet de serre. Parenthèse écolo-politique. Pour limiter les dégagements anthropiques de méthane, je ne parle pas des dorsales, les dégagements anthropiques de méthane, tout le monde dit, les écologues et les écologistes, les deux à la fois, qu'il faut diminuer le nombre de ruminants domestiques, les vaches, les moutons, parce que ça fait du méthane. Contrairement, les gens disent qu'il faut diminuer la viande, le poulet ou le cochon ne font pas de méthane, hein. Beaucoup moins. C'est les ruminants. C'est les chameaux, les vaches, les yaks, tout ça. Et pour nous, les vaches et les moutons. Alors c'est pour la viande, mais c'est pareil pour le lait. Parce qu'on ne peut pas faire de lait si on n'a pas de vache, et une vache fait son lait que si elle a des veaux. On ne peut pas avoir de lait sans veau. Et si elle veut, on le met de manger, on peut le donner aux chiens, vous me direz. Donc il faut limiter le type de viande rouge. Tous les écolos le disent, ils ont raison. Mais il faut diminuer la surface des marécages artificiels. Or, les marécages artificiels, ce sont les rizières. Alors manger moins de bœuf, de fromage, certes, mais manger moins de riz, je ne l'ai jamais entendu dire. Il faudrait que les écologistes connaissent ce dont ils parlent. Je n'ai jamais vu un écologiste, je ne parle pas d'écologue, je répète, qui connaît. Les vaches et les moutons, enfin les ruminants, c'est 45% du méthane d'origine agricole, c'est vraiment important. Mais les rizières, c'est 17% du méthane agricole. Ce n'est pas négligeable. C'est moins, mais ce n'est pas négligeable. Mais ça pose des problèmes
je peux diminuer ma quantité de bœuf, demander à un Indien de diminuer sa quantité de riz, et qu'est-ce qu'il va manger à la place? Donc ça pose des problèmes majeurs, dont personne ne parle. Parce que les écologistes qui parlent, c'est caresser les gens dans le sens du poil. On ne va pas leur demander de manger moins de riz. Or, alors ça serait bien si les agronomes inventaient un riz qu'il n'ait pas besoin de pousser, il faut qu'il passe la moitié de ses vies les pieds dans l'eau, le riz. Si on arrive à inventer du riz qui peut se passer de pousser dans l'eau, mais pour l'instant, il n'y arrive. Alors, deuxième solution, vivre sans oxygène. Après les fermentations, c'est ce qu'on appelle la respiration anaérobie, respiration sans oxygène. Et c'est ce qui se passe en vrai sur les plages bretonnes. Depuis qu'il y a beaucoup d'algues sur les plages bretonnes. Il y a beaucoup d'algues parce que les agriculteurs mettent beaucoup de nitrates. Donc, prolifération d'algues dans la mer, ça fait des algues qui meurent. Et ces algues qui meurent, au milieu d'un tas d'algues, il y en a qui font jusqu'à 1 mètre d'épaisseur de tas d'algues. Il n'y a pas d'oxygène. Mais il y a plein à manger. C'est bon l'algue si vous êtes un micro-organisme. Vous avez à manger, mais vous n'avez pas d'oxygène. Comment vous faites? Alors, le résultat, c'est que des fois, ça tue les animaux, les sangliers, mais même des hommes. Il y a eu 2 morts à cause de ce machin-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe qu'il y a des dégagements d'H2S, l'œuf pourri, c'est très toxique l'H2S, ces machins-là, il y a des dégagements d'H2S qui se passent sur les plages bretonnes, et ça pourrait se passer au fond de l'océan. On va le voir pourquoi. Pourquoi il y a de l'H2S qui se dégage sur les plages bretonnes et qui pourrait se dégager au fond de l'océan? C'est parce que si vous avez beaucoup à manger, et un autre oxydant que l'oxygène, à savoir le sulfate, eh bien, vous prenez du sulfate et du glucide, ça fait du CO2, de l'eau et de l'H2S. La respiration anaérobie. Si on fertilise le fond de l'océan, il se peut très bien qu'ils vont se développer des tas de bactéries qui pratiquent, parce que le sulfate, c'est le deuxième anion de l'eau de mer, 2,5 grammes par litre. Le premier, c'est le chlore, mais le deuxième, c'est le sulfate. Il y en a. Et c'est pour ça qu'à chaque marée haute en Bretagne, votre tas d'algues, il reçoit du sulfate frais, qui devient le sulfure à marée basse, et je recommence. Donc, il est tout à fait possible que si on ensemence la mer avec ça, il y a du sulfure, du H2S qui dégage. Bonjour les écosystèmes profonds. Et je ne vous parle pas de ce qui se passerait là où il y a les eaux qui remontent, les upwelling. Oh là, tu Pérou, il remonterait les eaux anoxiques. Et tous les poissons crèveraient. Vous n'avez pas demandé à un écologiste de penser à ça, c'est pas possible. Donc j'ai dit, méfiez-vous des apprentis sorciers qui proposent la géo-ingénierie pour neutraliser le CO2 qu'ils veulent continuer à produire. Et ainsi éviter soit de réduire leurs bénéfices, soit simplement changer de mode de vie. Je veux continuer à prendre l'avion pour aller en vacances un week-end au Baléares ou changer mon smartphone tous les 2 ans ou tous les 6 mois. Donc, évitons quand même de jouer à l'apprenti sorcier. Il n'y a pas que les gros riches qui font des dégâts. Alors, je vais finir par un autre danger qui menace les fonds océaniques et le reste de la planète, c'est exploiter les ressources minières du fond des océans, à savoir leurs ressources métalliques. Trump vient d'autoriser les compagnies américaines à exploiter les métaux dans les eaux internationales, décret signé le 24 avril 2025. Quelles sont les richesses métalliques au fond de l'océan? Là, vous avez une carte, il y a 3 types de richesses métalliques, ce qu'on appelle les nodules polymétalliques, ce qu'on appelle les évents sulfurés polymétalliques, c'est les sources hydrothermales, et ce qu'on appelle les croûtes riches en cobalt. Et vous avez les endroits où ça se trouve. Bon, les sources hydrothermales, c'est au niveau des dorsales, ce n'est pas une surprise. Et au niveau de certaines zones de subduction aussi, d'ailleurs. Par contre, les croûtes riches en cobalt et les nodules polymétalliques, c'est dans les plaines abyssales. C'est loin des dorsales, c'est au milieu de l'océan. Dans les plaines abyssales, 5000 mètres de profondeur. Alors, les nodules polymétalliques, voilà ce que c'est. Alors là, c'est un endroit où il y en a exceptionnellement. En général, il n'y en a pas tant que ça. Mais on est entre 4000 et 6000 mètres de fond. Et chaque nodule fait entre 2 et 8 cm de diamètre. La majorité de ces nodules, c'est d'oxyde de manganèse, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que le manganèse, il y en a à la surface de la Terre. Alors là, une autre vue, avec des bébêtes pour donner l'échelle. Là, c'est des nodules, morphologie externe et interne. C'est très lent à croître, ça croît de 1 à 3 cm par million d'années, un nodule. C'est d'une lenteur. Les plaques vont beaucoup plus vite que la croissance des nodules.
L'origine, pour simplifier, on ne la comprend pas. J'en ai encore causé avec Michard tout à l'heure. On ne comprend pas. Ils sont là, mais on ne sait pas comment ils se font et pourquoi ils se font. On ne sait pas. Ou plutôt, on sait trop, il y a 36 théories. Lui, c'était une partie de sa thèse. Voilà. Bon. Intérêt, leur richesse en minéraux rares. Voici les minéraux qu'on trouve dans un nodule. Alors, il y a le manganèse, ça a un intérêt très limité, parce qu'il y en a beaucoup ailleurs. Bon, il y a du sodium, du magnésium, de la ça, on s'en fout. Il y a déjà du zinc, là. Et sinon, il y a de l'aluminium, on s'en fout. Mais là où j'ai mis des flèches, titane, cobalt, cuivre, nickel et terres rares. Ça, c'est intéressant. Et c'est ça qui fait baver les capitalistes et les gens qui utilisent leur smartphone 10 fois par jour. Enfin, 100 fois par jour. Alors, une découverte récente, 22 juillet 2024. J'en ai causé avec Michard, il me dit oui, j'ai lu ça. Il y a au niveau de ces nodules, au fond, par 4000 mètres de fond, on a mis en évidence de la production d'oxygène. On appelle ça l'oxygène noir, parce que la photosynthèse n'est pour rien. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Mais pour l'instant, on l'a vu en un ou deux endroits, ce n'est pas forcément général, peut-être que c'était des endroits exceptionnels, mais il y a peut-être production d'oxygène par 4000 mètres de fond au niveau des nodules polymétalliques. On m'aurait dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit, mais vous dites n'importe quoi. Et pourtant, ça veut dire qu'on est loin de tout comprendre. Hein. Alors, les croûtes de manganèse, de cobalt, c'est à peu près la même chose. Ça croît encore plus lentement, 0,5 cm par million d'années. Et leur origine est aussi mal comprise. Alors, exploiter les champs de nodules, les encroûtements, et là, vous voyez, les gens fantasment, une espèce de charrue qui laboure. Alors, ça va détruire les écosystèmes, ça va remuer des tonnes d'argile, mettre en suspension de la matière organique, il n'y en a pas beaucoup au fond, mais il y en a quand même, libérer du CO2 si vous oxydez la matière organique, alors qu'on ne comprend pas l'origine, exploiter quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous me direz, les Romains exploitaient les minerais de cuivre et tout ça, ils ne comprenaient pas leur origine. Hein. Donc, c'est une vieille habitude que fait l'homme d'exploiter même ce qu'il ne comprend pas. Mais enfin, nous, on devrait être un peu moins idiots que les Romains, etc. Et bon, et ça va complètement perturber, surtout que ça va sans doute libérer beaucoup de CO2, des choses comme ça. Parce que vous allez remuer la matière organique. Et il y a les amas sulfurés, c'est là où il y a les fumeurs noirs, etc., des regroupements de sulfure hydrothermales au niveau des dorsales, etc., des dorsales qui font beaucoup de basalte ou de gabbro. Là, on comprend bien le mécanisme de formation. Et ces trucs-là, c'est riche. Alors, il y a du sulfure de fer, ça, on s'en fout. Mais il y a comme impureté dans ces sulfures de fer, du cuivre, du cobalt, et c'est ça qui serait intéressant. Alors, le problème, c'est qu'ils sont actifs, ces amas sulfurés, comme on l'a déjà vu, sont des oasis de vie. Donc, les raclés, ça va perturber les écosystèmes. Mais surtout, on a vu que ces sources actives, ça règle la salinité de l'eau de mer. C'est des sources de méthane. Ça va faire quoi de les labourer? Ben, j'en sais rien. Donc, quand on ne sait pas, on évite d'eux. Alors, j'ai mis méfiez-vous des industriels hein, qui veulent soit faire des bénéfices, soit nous-mêmes qui voulions changer de smartphone tous les 6 mois pour avoir la dernière version. Alors, s'il reste du temps, il doit me rester du temps, quelle heure qu'il est? Donc, quelques diapos pour le plaisir. Pour montrer ces oasis de vie au niveau des fumeurs, essentiellement des fumeurs noirs, parce que la production d'énergie par l'oxydation des sulfures et du fer de plus est quand même plus efficace que la réaction CH4 plus H2E plus CO2. Alors, des concentrations de vie, c'est pour le plaisir. Là, vous avez plein de bivalves, des crustacés et des bivalves, des gros plans sur des crustacés et des bivalves. Plein de crustacés. Je n'irais pas les manger, ces crevettes, parce qu'elles doivent tuer le soufre. Ça doit être... parce que ces crevettes se nourrissent, pour simplifier, la base de la chaîne alimentaire, c'est les bactéries qui oxydent les sulfures. Donc, quand vous mangez des bactéries qui oxydent les sulfures, ça doit pas sentir bon. Regardez, des crabes. Et puis, des poissons. Plein de petits poissons, des alevins. C'est mignon. On est vers 3000 mètres. Et alors? La pression n'a jamais empêché la vie de vivre. Il y a plein de vies qui vivent au fond de la fosse des Mariannes, par 11 000 mètres de fond. Des fois, tu entends des gens qui disent on ne peut pas vivre sur Vénus, il fait trop chaud, puis la pression nous écraserait.
Mais la pression, c'est 1 kg par centimètre carré. On a à peu près 2 mètres carrés de surface entre notre peau et nos poumons. Tant que tu as une force de 2 tonnes, ça t'écrase. Moi, j'aimerais bien que ça me rappelle, mais ça ne m'écrase pas. La pression, ce n'est pas un obstacle à la vie. Ben, d'accord, il y a de la vie au fond de la mer. Ouais. C'est même un problème parce qu'on pêche tellement que maintenant on met des chaluts de fond pour labourer par 2000 mètres de fond parce qu'il n'y a plus assez de poissons en surface, on va pêcher sur du fond. Mais on perturbe complètement les écosystèmes. La reproduction au fond, vu qu'il fait froid, c'est certainement beaucoup plus lent qu'en surface. Et là encore, on joue à l'apprenti sorcier. Il y a des poissons qu'on ne devrait pas acheter. Par exemple, il y a le sabre et des choses comme ça, il n'y en a plus trop. Mais des poissons de fond ne devraient pas manger les poissons de fond. Regardez la vie. Alors, c'est des formes extraordinaires. Voilà, c'est sur ces belles images et cette réflexion que je vais finir ma causerie, que j'ai appelée « L'océan vu par le grand bout de la lorgnette ». Avez-vous encore des questions ?